Bon matin tout le monde, bienvenue à ce webinaire d'experts organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Cet événement fait partie d'une série de webinaires sur l'impact de la COVID-19 sur nos entreprises. Je me présente, je suis Sarah Veilleux-Poulain, je suis conseillère aux communications à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et c'est moi qui sera aux commandes de ce webinaire ce matin. Permettez-moi tout d'abord de remercier Hydro-Québec, le présentateur de cet événement et celui qui rend évidemment possible ce webinaire. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir trois professionnels qui nous viennent de Casacom, qui est une firme pan-canadienne de relations publiques et de communication intégrée. Il s'agit de Mme Marie-Josée Gagnon, qui est présidente fondatrice de Casacom. Elle est reconnue comme l'une des plus importantes leaders en relations publiques au Canada. Nous avons M. Jean-Michel Nahas, qui est vice-président principal et associé chez Casacom. Très expérimenté en journalisme, en relations publiques et en gestion. Il est aujourd'hui surtout reconnu comme un expert en communication d'enjeux. Et notre troisième experte ce matin, c'est Mme Catherine Chantal Boivin, qui dirige le studio Casacom, qui est un espace créatif qui conçoit, produit et promeut des contenus créatifs et originaux pour amplifier la portée des programmes de relations publiques. Nous allons discuter des façons comment une organisation peut mieux communiquer en période de crise. Chacun des intervenants et des intervenantes vont faire une petite présentation pour un total de 40 minutes. Ces présentations vous seront par la suite rendues disponibles. Ils seront également suivis d'une période de questions que j'animerai. Vous invitons donc à poser vos questions par écrit à l'aide de la boîte Q&A qui est située en bas de votre écran. Quant à elle, la boîte de chat sert principalement à nous faire part de vos commentaires. Soyez assurés que les questions auxquelles nous n'aurons pas eu le temps de répondre seront envoyées à nos conférenciers et ils feront tout en leur pouvoir pour vous répondre directement par écrit. Sans plus tarder, je vais céder la parole à notre première intervenante, Mme Marie-Josée Gagnon, présidente fondatrice de Casacom. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup, évidemment, à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain de nous donner cette belle occasion de présenter sur un sujet qui nous passionne, les communications. Et je remercie aussi Véronique Lauzon, qui a été particulièrement aidante dans l'organisation de ce webinaire. Vous savez, depuis le début de la pandémie, Casacom, on a tenu 10 webinaires à Montréal, autant à notre bureau de Toronto également, sur les communications en temps de pandémie. Et aujourd'hui, on vous présente un peu le best-of, si vous voulez, ainsi qu'une mise à jour en considérant que ça fait même déjà 2 semaines qu'on n'a pas tenu de webinaire. Notre objectif, c'est vous donner notre perspective sur ce que ça veut dire, cette pandémie-là, sur le monde des communications, ce que ça veut dire pour les entreprises, mais surtout, si vous pouvez sortir de cette présentation-là avec une motivation ou encore des idées, ne serait-ce qu'une seule, pour mieux communiquer, on serait ravis. C'est vraiment notre objectif. Sans plus tarder, je présente maintenant nos observations qu'on a faites depuis le début de la pandémie qui vont vous aider à, je pense, aborder la question des communications de manière plus à jour. Donc, tout d'abord, évidemment, c'est un contexte unique dans lequel nous sommes, mais qui a révélé à quel point la communication a été au cœur de cette gestion-là, de gestion de pandémie, à quel point les communicateurs sont des joueurs essentiels dans les organisations. Aussi, la crise, la pandémie a mis la lumière sur ce que les entreprises disent et font. Je ne sais pas si vous avez senti dans vos organisations le spotlight, la pression pour dire, pour faire des choses. Également, les publics sont, pour la plupart, en fait, on a été confinés dans nos maisons et ça a augmenté l'acuité et leur disponibilité. Les gens, en fait, vont se souvenir des actions ou encore des inactions des entreprises. D'ailleurs, si vous avez un compétiteur qui a été particulièrement actif pendant la campagne, pendant la pandémie, actif ou pertinent pendant la pandémie, bien, j'espère que vous avez un plan. Également, on a remarqué que les attentes de nos publics ont changé. Nos employés, nos clients, les citoyens, ils sont de plus en plus exigeants envers les organisations, envers je dirais, l'envergure
des responsabilités des organisations, aussi de leur réactivité. Ils ne s'attendent pas, par contre, à la perfection. On a vu ça aussi, il y a comme une baisse d'attente à ce niveau-là, mais ils veulent de l'action, ils veulent des prises de position. Enfin, il nous a fallu apprendre à vivre avec l'incertitude, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et combien de chefs d'entreprise ont dû composer avec une nouvelle phrase « je ne sais pas ». Donc, c'est le contexte unique dans lequel nous sommes actuellement. Donc, je vais garder un niveau assez élevé durant ma partie. Jean-Michel va rentrer un peu plus concrètement et nous allons finir avec Catherine qui va avoir vraiment des exemples concrets. Au niveau de... Et je vous invite d'ailleurs à participer déjà avec des questions, si vous en avez, des commentaires. On pourra peut-être pendant la présentation aller piger là-dedans pour avoir une espèce d'échange, parce qu'évidemment, l'échange sera plutôt à la fin. Au niveau des meilleures pratiques en communication durant la pandémie, ce qu'on a noté, évidemment, c'est de communiquer clairement, rapidement, agilement, souvent. Encore une fois, ce n'est pas la perfection, mais on s'attend à un rythme, on s'attend à des rendez-vous quotidiens, des rendez-vous hebdomadaires. Aussi, il fallait absolument commencer par « Comment vas-tu? Comment allez-vous? » Donc, démontrer de l'empathie, de la transparence, l'humilité, mettre l'humain au centre. Aussi, écouter, être en phase avec ses publics, ça a été capital, ce l'est toujours, de prendre le pouls, offrir de l'aide, être utile. Ça, on l'a senti, les organisations qui ont performé pendant la pandémie jusqu'à présent l'ont fait. Également, je disais tout à l'heure que le spotlight est sur ce que vous dites, ce que vous faites, donc utilisez votre jugement et faire de bonnes choses. Ça a été quelque chose de très, très important. Quand j'y pense, par contre, et je regarde cette liste-là qui est extrêmement pertinente, je dirais, pour la pandémie, mais dans le fond, c'est des principes qui devraient toujours être actifs dans nos communications. Ce qu'on observe chez les enjeux, dans les enjeux actuels des entreprises et ce qu'on entend chez nos clients dans notre communauté, c'est « je veux garder mes employés motivés ». Avec le défi du télétravail ou encore le fait que j'ai des équipes sur le plancher, j'ai des équipes qui sont chez eux, comment je fais pour maintenir cette cohésion et cette motivation-là? Aussi, j'ai besoin de me distinguer dans une abondance d'informations, dans un contexte où tout le monde utilise les mêmes canaux de communication. Je veux rester top of mind, je ne veux pas que mes clients m'oublient. Et je ne veux pas faire d'erreur, je veux avoir le bon ton, puis je ne veux surtout pas avoir l'air de profiter de la situation. Je veux aussi exprimer que la vie continue, tout en rappelant les mesures de sécurité qui sont essentielles. Et je veux pouvoir planifier mes communications. Comment envisager la rentrée? Ça, c'est la fameuse courbe qui est très, très importante, que vous suivez, j'en suis convaincue, et qu'on a suivi beaucoup, et que nos contacts journalistes nous ont dit de suivre aussi, parce qu'ils nous ont dit tant longtemps qu'elle ne descend pas, oubliez ça, on ne parlera pas d'autres choses. Fait que vous comprenez que depuis 2 semaines à peu près, on voit une diversification des messages dans les médias, des histoires dans les médias, et on en est ravis. Je vous parlais là, aussi de l'évolution de la pandémie. Au tout début, on était en pure gestion de crise. Évidemment, là, ça n'a pas pris de temps qu'on est tombé dans la communication interne et ça a été vraiment là, la révélation, la communication interne pendant la crise, mais ça se poursuit. Et actuellement, on sent que la communication externe devient essentielle. La crise de la pandémie a vraiment ouvert une nouvelle réalité dans nos rapports humains et c'est une bonne nouvelle. Voici certaines choses qu'on a observées. D'abord, les valeurs à la maison et au travail ne font qu'un pour tous. Donc, du patron au dernier arrivé dans l'organisation, il n'est plus possible d'être différent au travail qu'on l'est à la maison. Comment on peut être un chef d'équipe autoritaire quand on est un papa ou une maman poule? Donc, à moins qu'on soit complètement isolé dans un bunker dans son sous-sol, je veux dire, c'est très difficile. Donc, c'est quelque chose qui va avoir un impact important.
Également, on est tous des êtres humains et on interagit d'humain à humain et il y a beaucoup moins de hiérarchie. Également, l'entreprise devient un espace de vie dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de facettes. On a beaucoup parlé de santé physique, on a énormément parlé de santé mentale. On s'attend à ce que les organisations prennent position sur les enjeux sociaux et je pense que les derniers jours, autour de ce qui se passe aux États-Unis, on a vu à quel point les organisations, même ici à Montréal, devaient parler. Donc, c'est des nouvelles possibilités qui me fait dire qu'il y a de bonnes chances que la pandémie nous rende meilleurs. En fait, c'est le pari que nous prenons. Évidemment, pas de garantie parce qu'on peut revenir, le naturel peut revenir au galop, mais quelle belle opportunité pour les organisations de se diriger vers cette amélioration-là qui est attendue de beaucoup de monde. Parce que dans le fond, la pandémie nous a provoqué des réflexions, nous a remis en question, nous a amené des nouvelles relations, nous a fait voir l'essentiel. Et on s'est rendu compte aussi que les organisations avaient un rôle à jouer dans l'amélioration de notre société. Donc, je vous invite à réfléchir à cette question-là. Maintenant, je veux vous parler un peu plus concrètement de qu'est-ce que je vous suggère en termes d'approche stratégique pour faire face aux défis dont je parlais tout à l'heure. Le tout premier, c'est de se placer en mode écoute et surtout de ne pas assumer où se trouve ce que pensent les personnes à qui nous parlons. Ensuite, je vous invite à clarifier votre vision d'avenir et d'afficher votre confiance, peu importe la situation. Je sais que ça peut être très difficile pour certains groupes, mais je pense, par exemple, à Daniel Dano de Cardio plein air, qui a perdu 95% de ses revenus du jour au lendemain et qui, on l'a interviewé chez Casacom, au lieu de s'écraser, elle a appelé tous les médias pour pouvoir raconter son histoire et ainsi entamer sa trame narrative de pandémie pour qu'on la suive dans son histoire. On a vu la même chose au groupe Germain, même chose du côté du président des Alouettes de Montréal qui ne sait pas quand la saison va reprendre, si elle reprend. Également, on vous invite à valider votre raison d'être et vos valeurs. Est-ce qu'elles ont passé le test de la pandémie? Sinon, est-ce que vous sonnez l'alarme? Est-ce que vous le dites? Est-ce que vous remettez ça en question? Également, il faut peaufiner sa trame narrative. Votre histoire, votre grande histoire est la même, mais elle a changé avec la pandémie. Il s'est passé des choses. Vous avez réussi à traverser la pandémie jusqu'à présent d'une certaine façon grâce à votre histoire. Alors, c'est quoi cette histoire-là? Alors, comment vous l'articulez? Et finalement, ce que je vous invite à faire, c'est de tout relier à votre trame narrative, tout relier à votre histoire pour que tout ce que vous faites en communication ait de l'attraction, ait vraiment un impact et contribue à bâtir votre réputation, votre image publique, puis votre image interne. Au niveau de la crise, ce que je voudrais vous dire, c'est que je pense que, d'une part, combien de gens sont devenus des experts en gestion de crise dans les dernières semaines, ce qui est une bonne chose. La sensibilisation à la crise. Faire le bilan des 3 derniers mois était aussi un bon geste à poser actuellement, considérant qu'on a pu commencer à souffler. Certains groupes, du moins, ont pu commencer à souffler dans les 2-3 dernières semaines. C'est l'occasion de faire un bilan. Jean-Michel va en parler davantage tout à l'heure. C'est aussi l'occasion de réviser vos plans de gestion de crise. Peut-être que vous avez réalisé que vous n'en aviez pas. Peut-être que vous avez réalisé qu'il n'était pas à point. Alors, c'est un exercice à faire. Vous former, continuez de vous former en gestion de crise, former vos équipes, faire des simulations, c'est très important. Et sensibiliser les publics à la question de la crise chez vous. Évidemment, on pense ici aux employés. Du côté employé, justement, on le dit depuis longtemps chez Casacom, on invite nos clients, notre communauté à raffiner les communications aux employés, à faire de nos communications aux employés des communications qui sont aussi belles, aussi léchées, aussi importantes que nos communications
avec l'externe parce que nos publics cibles des employés sont essentiels au bon fonctionnement de notre organisation et à notre prospérité. Donc, pensez à faire cela. Également, tout ce que vous allez faire à l'interne va transparaître à l'externe, particulièrement actuellement. Aussi, on vous invite à accélérer vos projets de ressources humaines pour montrer l'intérêt que vous portez à vos équipes. Donc, poser des gestes concrets envers vos employés. Alimenter votre culture. Vous savez, votre culture, vous l'avez construite d'une certaine façon au fil des années. Et aujourd'hui, on est arrivé dans une pandémie où tout le monde a été séparé. Qu'est-ce que ça veut dire, votre culture? A-t-elle tenu le coup? Quels sont les éléments qui sont clés dans votre culture que vous devez absolument renforcer? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Donc, pensez culture aussi. C'est une invitation aussi que je vous fais à repenser l'expérience employée à partir du moment où la personne est recrutée jusqu'à, je ne sais pas, qu'elle fête ses 20 ans chez vous. Et finalement, on n'a plus le luxe d'attendre 2 semaines pour réagir à quelque chose ou dire « Ah, ça sera dans le newsletter la semaine prochaine ». Non, non, non. On est en contact constant avec nos équipes et on réagit rapidement. Par rapport à vos audiences externes, la communication externe, je vous inviterai à suivre le nouveau parcours consommateur, le nouveau parcours client ou le nouveau parcours citoyen. Comment vos publics ont changé leurs habitudes, ont changé leur parcours d'achat ou leur parcours de décision pendant la pandémie. On le sait qu'on est beaucoup moins physique, on est beaucoup plus virtuel. Qu'est-ce que ça a eu comme impact pour vous? Également, bien choisir vos plateformes. Il faut complètement changer nos façons de réfléchir aux plateformes et bien choisir les moments de communication. Vous allez voir, on aura des exemples, Catherine, Jean-Michel auront des exemples et ils vous parleront de ces aspects-là. Pourquoi pas impliquer vos publics dans vos communications pour qu'ils se sentent faire partie de votre organisation? On l'a fait à certaines reprises chez Casacom et on a eu des commentaires extrêmement positifs. On ne s'attendait pas à ça. Et les gens sont touchés. Aussi, veillez à la qualité de votre offre. On le sait, on a eu des séminaires avec Jean-Marc Léger, on a eu plein de webinaires. On a appris que dans la pandémie, la qualité prévaut sur la quantité ou encore sur le prix. Donc, il faut vraiment bien présenter ces offres pour faire ressortir les qualités des produits, des services qu'on a. Évidemment, rester en phase et agile, la même chose qu'à l'interne. Et pourquoi pas agir comme un leader de votre industrie? C'est une belle occasion, ne serait-ce de contribuer à la réflexion dans votre industrie et d'apparaître comme un leader. En tout dernier lieu, j'aimerais vous partager, je dirais, une prédiction doublée de ce que je voudrais, d'un désir, disons. Je pense qu'après la gestion de crise, la communication interne, la communication externe, nous allons passer à l'impact social et à l'importance que les organisations vont accorder à leur impact social, considérant tout ce que je viens de vous dire. Donc, leur impact social par rapport aux employés, à la gouvernance, par rapport à leur communauté, par rapport à l'environnement. Et il va falloir évidemment que ça soit au-delà de la communication, il va falloir que ça soit réellement implanté dans l'organisation. Évidemment, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années, mais qui va, je pense, être accéléré par la pandémie. Et d'ailleurs, je vais faire une petite publicité. Chez Casacom, notre prochaine Casacadémie, jeudi prochain, portera sur comment aborder la question de l'impact social, quel rôle pour les communicateurs en avant même de faire de la communication. Voilà. Alors, merci de votre écoute. Je passe la parole à Jean-Michel. Merci Marie-Josée. En fait, j'ai envie de prendre plusieurs des observations que Marie-Josée a partagées puis de les faire focaliser vers un point central qui est la réputation des organisations. Et là, on arrive à un moment, si ce n'est pas déjà fait dans vos entreprises, dans vos organisations, où il faut évaluer et questionner quel a été l'impact de la crise sur la réputation de l'organisation. Marie-Josée le disait, là, on est dans une phase de relance. On n'est pas sorti du bois, entre guillemets, mais on sent que depuis de 2 à 3 semaines, il y a une évolution. Donc, c'est le bon moment, si ce n'est pas déjà fait, pour se pencher sur cet exercice-là. Donc, la première étape, c'est d'évaluer avant la crise. Où en étais-je?
quelle était l'équité de mon organisation, avec qui j'avais des meilleures relations, quelles étaient mes zones d'amélioration, et d'avoir un premier état des lieux sur cette période avant la crise. Ensuite de ça, pendant la crise, forcément, il y a des actions qui ont été prises, il y a des publics qui ont été priorisés, et il y a des parties prenantes qui ont probablement été négligées. Et c'est normal, il y avait cette notion là, de cercle concentrique dans l'eau. Quand on lance une roche, on s'occupe du premier cercle d'abord, du deuxième et du troisième. Bien, il y a des gens, il y a de beaux publics qui n'ont peut-être pas reçu l'attention et la communication qu'ils devraient. Il faut être capable d'évaluer cet écart-là. Et maintenant que la crise est en voie d'être résorbée ou qu'on amorce la relance, il faut être capable d'identifier quelles vont être mes priorités basées sur cet exercice-là séquencé là, que je vous décris. D'ailleurs, aujourd'hui, sur notre site de Casacom, on a un article, un billet de blog qui donne les étapes vraiment précises à suivre pour faire cet exercice-là avant, pendant et après la crise. Et c'est fondamental pour évaluer notre réputation puis savoir d'où on part et aussi prioriser ce qui s'en vient. Il y a ensuite, la réputation. Très, très important, l'audit un petit peu dont je vous parle. L'étape suivante, c'est de faire une bonne analyse force, faiblesse, opportunité, menace. Et l'attention devrait être mise particulièrement sur les risques et les opportunités. Parce que les grandes raisons pour lesquelles on communique, c'est pour saisir une opportunité ou pour prévenir un risque. Donc, la crise actuelle nous demande de concentrer nos efforts particulièrement sur ces deux zones-là. Et parallèlement à cette réflexion-là, Marie-Josée parlait de réviser ses missions, ambitions, valeurs, positionnement. Bien, il faut se demander qu'est-ce qui n'a pas survécu. J'avais une conversation il y a quelques semaines avec un développeur immobilier qui me racontait ses 100 piliers de positionnement pré-crise, dont 2 tournaient autour de la communauté et de l'importance accordée aux espaces communs dans ces constructions. Évidemment, ces points-là ne tiennent plus la route, peut-être qu'ils sont carrément plus pertinents ou encore doivent être revus. Donc, on ne peut pas rouler sur le pilote automatique, même si on se dit qu'il faut reprendre les activités et qu'on veut poursuivre. C'est fondamental de réfléchir à qui on est et comment on le communique, et il y a des éléments à modifier. Ensuite de ça, donc je parlais des risques opportunités, bien, lesquels sont prioritaires. Il faut se faire une priorisation et un plan d'action qui en découle, comme on est habitué de faire en communication, ça va de soi. Il y a parmi les nombreux éléments qui impactent la réputation, il y a toute la question de confiance. Et la question de confiance, bien, ça part avec l'équipe de direction, avec la haute direction. Comment, depuis le début de la crise, les directions ont incarné la confiance et à quel point elles ont fait preuve de courage, elles ont pris position. C'est intéressant de regarder, particulièrement sur la sphère publique, dans les dernières semaines, des dirigeants, des dirigeantes qui ont pris la parole, parfois des gens qu'on voyait, mais beaucoup aussi de gens qu'on voyait moins, mais qui ont vu l'opportunité, non pas de dire « je sais ce qui va se passer », mais de partager avec les médias, donc avec le public, leurs préoccupations et aussi leur désir de tout mettre en œuvre pour qu'une fois que la crise va être résorbée, ça se passe comme ils le souhaitaient. Et Marie-Josée disait « l'acuité est vive », mais c'est vrai. Et on va se rappeler non seulement de ceux qui ont pris ces risques communicationnels-là bien balisés, on va se souvenir aussi de ceux qui ont été absents. Il y avait une statistique qui m'avait frappé 4 à 5 semaines après le début de la crise, donc autour de la fin avril, au cœur vraiment là, de la pandémie. Il y avait encore au Canada 25% des organisations qui n'avaient pas communiqué du tout. Donc, silence radio. Quel est l'impact de ça? Bien, notamment, il y a des joueurs qui ont pris la place, il y a des entreprises, des organisations qui ont occupé un nouveau terrain et ça a assurément un impact sur la réputation et la confiance qu'on a avec des organisations qui ont été beaucoup moins présentes. Il y a aussi, que serait une bonne présentation sans citation? Celle-ci m'interpelle particulièrement parce que la réputation, c'est tout ce qu'on a bâti en amont. C'est tous nos acquis. Et il y a une tentation, des fois, dans une crise, de promettre qu'on va aller dans telle direction et d'essayer d'avoir du capital sur ce qui s'en vient. Mais ne nous leurrons pas. Oui, c'est bien d'avoir une direction, mais tout ce qui a été bâti en amont, c'est ce qui est vraiment l'équité puis le capital réputation. Donc, on a beau dire qu'on sait, on veut aller dans telle direction, puis on promet qu'on s'en va puis qu'on va modifier. Si en amont, il n'y a pas eu d'action pour soutenir ça, la réputation, forcément,
peut avoir été affecté. Un autre élément clé qui va toucher la réputation des organisations, qui la touche actuellement et qui a un lien direct avec la rétention des employés, c'est la manière de communiquer autour du déconfinement. Ça a été relativement simple. Certains ont même dit en claquant des doigts, le message est passé, tout le monde à la maison, et c'était noir sur blanc. Le déconfinement, c'est tout autre. C'est beaucoup plus flexible, il y a beaucoup plus de cas par cas. Ça doit faire preuve de finesse parce qu'il y a des employés qui veulent, d'autres qui ne veulent pas. Il y a toutes sortes de situations qui rendent la communication beaucoup plus sensible autour du déconfinement. Et puis, il y a quelques semaines, il y a une chasseuse de tête bien connue à Montréal qui nous disait « Actuellement, je reçois beaucoup de mandats de connecter avec des talents intéressants durant la fin du printemps et l'été, non pas pour une ouverture tout de suite, mais pour des ouvertures qui vont venir à l'automne. » Et elle nous disait, il y a beaucoup d'employés qui actuellement accumulent les irritants parce qu'ils jugent que leur entreprise n'a pas été à la hauteur ou encore que les communications autour d'une des phases de la crise n'ont pas été optimales et ils vont être beaucoup plus sensibles à tout appel venant d'un chasseur de tête durant le printemps ou durant l'été. Donc, il y a un enjeu réel de rétention et il faut se questionner, est-ce que ma stratégie de communication autour du déconfinement, elle est claire tout en étant flexible, elle est empathique tout en étant restrictive lorsqu'elle doit l'être? C'est vraiment un fin équilibre avec lequel il faut jouer et ce n'est pas simple et ça vaut la peine d'y réfléchir avec beaucoup d'attention. Ça amène à se poser, puis particulièrement pour les gens de communication, puis je vois qu'il y a plus de 200 personnes, forcément beaucoup de gens, de décideurs en communication, le rôle qu'on a durant cette crise-là, quel est-il? Et je pense qu'une des forces des communicateurs, c'est de poser les bonnes questions puis de faire réfléchir. Et j'espère que c'est le rôle que vous voyez aussi, je vous dis en toute, vraiment de façon très, très empathique, mais je pense qu'on a besoin de nous, comme communicateurs, pour poser les bonnes questions et s'assurer qu'on a soulevé toutes les pierres. Parce que ce n'est pas vrai que c'est une situation qui, maintenant qu'on a passé un certain cap, va être facile et simple à gérer. Il y a tellement d'éléments dont il faut tenir compte. Il y a tellement de comportements qu'il va falloir rectifier. Puis il y a des pots cassés, forcément, dont il va falloir tenir compte. Donc, on a un rôle plus important que jamais de sonner les bonnes cloches, de sonner les bonnes alarmes, tout en aidant, évidemment, les décideurs, la direction à maintenir le cap pour se rapprocher de nos objectifs d'organisation. J'avais envie, avant de céder la parole à Catherine, de vous partager quelques exemples de clients. Évidemment, c'est toujours la période difficile, on aurait pu en choisir beaucoup. Ceux qu'on vous présente, en fait, ce matin, c'est, à notre sens, des organisations qui ont suivi certaines étapes qui reflètent un peu ce qu'on vous partage ce matin. Doyle Optométristes et Opticiens, donc une entreprise québécoise d'une vingtaine de boutiques de lunettes et de verres de contact au Québec, a vraiment, Marie-Josée parlait des strates tout à l'heure, des phases vraiment de la communication qui mènent jusqu'à la communication externe. Ils ont vraiment été dans cette approche-là, d'abord de s'occuper de leurs employés, la sécurité de leurs employés. Ensuite, les patients, les clients, est-ce qu'on a quelqu'un pour leur répondre? Qu'est-ce qui arrive? C'est évidemment, c'est peut-être pas la première chose à laquelle on pense. Qu'est-ce qui arrive si j'ai une lunette brisée ou une urgence oculaire 2 semaines après que la pandémie a éclaté? Mais rapidement, il y a eu toutes sortes de questions qui sont venues du public et ils ont mis en place une ligne d'urgence avec des opticiens sur le chat ou au téléphone en direct qui pouvaient commenter. Et chaque semaine, c'était plusieurs centaines d'appels ou d'échanges qu'ils avaient. Et une fois ces étapes-là, ils ont regardé évidemment leur modèle d'affaires complètement impacté, puis de visite en boutique. Ils avaient heureusement déjà commencé à investir dans un site transactionnel pour la vente de verres de contact. Ils sont parmi les savoir-faits. Si c'était marginal en termes de revenus avant la crise, pendant la crise, c'est devenu majeur. Et tout ça mis ensemble, à un moment donné, on leur a dit, bien, l'histoire, elle est là. T'sais, vous avez fait les choses dans le bon ordre. Maintenant, c'est le temps de communiquer cette histoire-là. Puis vous devez être les premiers à le faire parce qu'il y a tellement peu de place dans les médias qu'il n'y aura pas 3, 4, 5 occasions pour l'industrie de l'optométrie de partager un peu ses bons coups et sa vision. Et ils ont été les premiers. Ils ont eu droit à une couverture en profondeur dans la presse. Ils partageaient que cet article-là a eu énormément d'impact. Ils ont dû faire entrer les opticiens en soutien la journée de la diffusion parce que le téléphone et le chat ne dérougissaient pas. Mais la recette, vraiment, c'est
chacune des étapes a été faite dans l'ordre. Ils n'ont pas essayé d'être dans les médias au public avant d'avoir sécurisé leur personnel, leur clientèle immédiate. Ça a été une recette de succès pour eux. Et finalement, le deuxième cas, c'est une entreprise de grande envergure, Toyota Canada, qui aussi, dans cette optique-là on aimerait ça être les premiers à donner notre avis sur des questions, des enjeux qui touchent énormément de consommateurs. Qu'arrivera-t-il avec, évidemment, l'industrie automobile, les gestionnaires, les ventes d'auto? Il y a énormément de questions. Et Toyota Canada avait envie de prendre un peu de leadership à travers cette crise-là, puis de dire, ben nous, on va donner la parole à des journalistes auto, à des gens de l'industrie, à des gens de Toyota aussi, qui vont pouvoir donner leur point de vue sur les prochaines étapes. Toyota Canada, ce n'est pas le manufacturier qui est perçu comme le plus avant-gardiste, mais ça a été le seul manufacturier à ce jour qui a lancé un balado sur justement ces réflexions-là. Et il a connu un très bon succès. Il y a eu un épisode à ce jour qui a obtenu une couverture dans plusieurs médias, ce qui est assez rare là, pour la création d'un média, mais parce qu'il y avait, je pense, un intérêt de la part du public d'entendre Toyota. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la Corporation des manufacturiers du Canada ou encore une autre association qui a mené cette initiative de communication-là. C'est venu d'un manufacturier et qui s'est positionné et qui obtient un rayonnement accru avec ce positionnement-là. Et toujours au niveau de Toyota, ben, ils ont été aussi, encore une fois, les premiers à recréer les rencontres de presse. Vous savez, pour les nouvelles voitures qui sont dévoilées habituellement, il y a des voyages internationaux qui sont organisés. Les journalistes voyagent un peu partout dans le monde pour tester les voitures. C'est un peu moins glamour cette fois-ci, dans un garage à Brossard. Mais tantôt, Marie-Josée disait, c'est pas la perfection, mais l'action qui compte. C'est exactement ce que les journalistes ont dit. Merci de nous permettre ce contact-là de 1 à 1, avec désinfection de véhicules en chaque visite, vraiment très, très rigoureux au niveau des mesures d'hygiène et de salubrité. Le traitement médiatique a été exceptionnel. Les journalistes, d'ailleurs, ont relevé « Merci Toyota d'avoir créé cet événement-là, d'avoir été premier à avoir osé, entre guillemets, faire un événement malgré toutes les contraintes qu'on a actuellement et la reconnaissance qu'ils ont, puis évidemment le lien qui s'est créé avec cet événement-là, je pense, est très, très important au niveau de la réputation. Donc, c'est deux cas, je pense, qui démontrent un peu qu'il est possible d'agir, qu'il est possible de poser des actions qui ont de l'impact lorsque c'est bien fait et bien réfléchi. Puis Catherine va continuer dans cette veine-là en vous présentant toutes sortes de façons de communiquer de façon performante, surtout numériquement. Catherine? Oui, merci beaucoup, Jean-Michel. Merci beaucoup, Marie-Josée. J'ai envie de vous dire que c'est possible aussi de créer du contenu, de continuer à communiquer, puis même sur le terrain, malgré la situation actuelle. Donc, si je peux vous donner une idée, un petit flash, une étincelle créative, j'aurai accompli ma mission aujourd'hui. Je pense que oui, depuis le début de la pandémie, on vous dit que l'information, le fait de communiquer régulièrement, fréquemment, de répondre aux questions de ses publics internes, externes est crucial. Et ça demeure tout à fait vrai. Mais alors qu'il y a quand même quelques semaines de passé, je pense qu'on peut passer de l'information à l'inspiration. Alors, les gens ont besoin, et on le sent clairement lors de nos différentes campagnes de communication depuis les derniers jours, que les gens ont besoin d'espoir, ont besoin de belles histoires. Alors, n'hésitez pas, si, comme Marie-Josée et Jean-Michel en ont parlé, vous avez, par exemple, revu, vous êtes en train d'ajuster la mission, la vision de votre organisation, n'hésitez pas à passer à la prochaine étape qui est de l'illustrer. Pourquoi pas créer, rédiger un manifeste que vous allez mettre en page, une vidéo qui témoigne de la culture, de vos valeurs d'entreprise. C'est le temps de vous positionner, de le faire avec le bon ton, puis le bon équilibre, je vous dirais. Donc, pas nécessairement de trop vous promouvoir, mais simplement de mettre de l'avant qui vous êtes, faire rayonner vos employés. D'ailleurs, il y a Frédéric Beaumier, je crois, qui nous demandait comment inclure nos publics, justement. Les employés, ça peut déjà être une bonne manière de les inclure puis de leur demander comment ils ont envie de participer à de la création de contenu, que ce soit des vidéos, des balados, peu importe. Ils sont vos meilleurs ambassadeurs, vous le savez. Donc, ça peut être déjà une piste de solution. Alors, voilà, soyez créatifs, lancez une promesse sociale.
suis de retour. Est-ce que vous pouvez me confirmer que je suis de retour? Mon Zoom a fermé en plein milieu de mon intervention. On t'entend et on te voit. C'est bon, Catherine? Est-ce que vous m'entendez bien? Catherine, c'est Véronique, je t'entends bien. On t'entend, tu peux continuer, Catherine. Merci beaucoup. Bon, ben, je suis vraiment désolée. Merci. Ça s'est fermé brusquement. Voilà, la technologie, on n'est pas à l'abri de ça. Donc, ben, je continue et justement, un bel exemple d'une entreprise qui a réussi justement à communiquer une bonne nouvelle malgré le contexte actuel si difficile, c'est Seneca. L'un de nos clients, et c'est Benoît Couture, le président que vous voyez à l'écran. Il nous est arrivé avec cette nouvelle. Écoutez, Seneca, on accueille 6 nouveaux actionnaires. Je suis tellement heureuse. Ça témoigne de la croissance de notre entreprise. Mais comment je fais pour avoir le bon ton? Comment je fais pour communiquer cette nouvelle-là, qui est une nouvelle positive, alors que, évidemment, ce n'est pas évident pour l'économie actuellement? Bien, on y est allé tout en sobriété. Alors, on a créé une vidéo avec Benoît. Donc, dans des locaux vides de Seneca, mais il n'a pas fait semblant. Il a dit, bon, ben écoutez, je suis devant des locaux vides, mais ça ne veut pas dire que mes équipes ne sont pas au travail. Et d'ailleurs, je vous annonce une belle nouvelle aujourd'hui. On accueille 6 nouveaux actionnaires dans notre équipe. Il a pris le temps de dire un beau mot sur chacun d'entre eux. Donc, c'était un témoignage très authentique, une belle prise de parole d'un président, mais c'est une vidéo toute simple, évidemment, peut-être moins léchée, avec moins d'images de coupe, de B-roll qu'on a l'habitude de faire, mais c'était efficace et ça rencontrait donc le besoin. Une vidéo qu'on a diffusée via Infolettre sur LinkedIn, entre autres. Donc, en sobriété, mais sans mettre de côté la fierté de cette belle nouvelle pour l'entreprise. Il y a eu toute une stratégie de contenu avec des blogs aussi, des portraits de chaque nouveau actionnaire sur LinkedIn et ce sont les publications les plus populaires depuis le début de l'histoire de la page LinkedIn de Seneca. Donc, je vous invite à aller la voir là, si vous êtes curieux de voir à quoi ça peut ressembler une vidéo faite en temps de pandémie avec évidemment les défis qu'on connaît sur notre chaîne YouTube de Casacom. Justement, ben, si vous pensez à la création de contenu, ben, cette création de contenu-là, elle va se retrouver sur votre site web, sur vos médias sociaux. Est-ce que vous avez pris le temps, depuis le début de la crise, d'analyser vos précieuses données et de faire des comparatifs, d'établir des corrélations aussi? Donc, par exemple, première chose sur votre site web, allez faire un tour dans votre Google Analytics, allez fouiller, voir de un, quelles sont les pages qui sont les plus populaires actuellement? Sont-elles les mêmes qu'avant la pandémie? Sont-elles les mêmes que l'année dernière à la même période? Sinon, est-ce que je dois donner un peu d'amour à ces pages-là? On a vu une différence, nous, en tout cas, chez Casacom, depuis le début, on a mis à jour plusieurs informations, partagé beaucoup de contenu. On est loin d'avoir laissé notre site en dormance et ça, c'est vraiment la pire chose à faire, je crois. Puis, en fournissant ce contenu-là, en alimentant notre site web, on a vu une augmentation de 53 % de notre trafic. Alors, ça vaut la peine de s'y attarder, puis de s'assurer qu'il soit bien mis à jour. D'ailleurs, l'été, c'est une bonne période d'habitude pour faire ce genre d'analyse-là. Faites la même chose sur vos médias sociaux. Regardez ce qui crée le plus d'engagement, puis adaptez votre stratégie de contenu. Peut-être que maintenant, c'est tel genre de contenu qui est plus porteur, qui fonctionne le mieux avec vos audiences, mais adaptez-vous en conséquence, soyez agile, évidemment. Je vous parlais de la vidéo qu'on a créée avec Seneca et peut-être qu'il y en a parmi vous qui se demandent mais comment c'est possible, comment on réussit à faire des tournages aujourd'hui. Bien, je peux vous dire que c'est pas simple, mais que ça se peut. Donc, nous, évidemment, Casacom, on fait partie des services prioritaires en tant qu'agence de communication. Il y a plusieurs autres professionnels de la vidéo qui peuvent continuer justement comme nous d'opérer.
Alors, c'est simplement important de voir avec vos fournisseurs, les gens avec qui vous faites affaire normalement pour de la création de vidéos, s'ils ont une procédure mise en place, quelles sont les mesures d'hygiène, évidemment, mesures de distanciation sociale, de désinfection des équipements. C'est des petites choses simples comme les protagonistes, les intervenants devant la caméra doivent s'installer leur micro eux-mêmes maintenant. Ça paraît tout simple, mais il n'y a pas de contact si rapproché là, avec les équipes. Bref, il y a une série de mesures que nous, on a mis en place et ça se fait même à Hollywood. Imaginez, Hollywood, ils viennent de terminer un film d'horreur inspiré du roman de Stephen King. Ils ont mis toute une production, une centaine de personnes, dont 25 enfants, en confinement. Ils ont terminé de tourner ce long-métrage-là en Australie, personne d'infecté. Donc, il faut s'inspirer des plus grands. On est en train de trouver des nouvelles façons de faire. Bien, ça se peut de continuer à créer. Alors ça, c'est pour le contenu vidéo. Puis, le contenu vidéo, si vous ouvrez l'œil, vous allez voir de plus en plus de caméras 360 qui filment justement 360 degrés. Et c'est drôle parce qu'avant la crise, on doutait un peu de la montée de la réalité virtuelle. La technologie n'était pas aussi rapidement adoptée par les consommateurs que ce à quoi on s'attendait. Hein? On est loin d'avoir tous un casque de réalité virtuelle dans notre salon, disons-le. Mais là, depuis le début de la crise, par exemple, il y a Facebook qui a vu ses ventes d'Oculus, son casque de réalité virtuelle, exploser. Il y a eu des ruptures de stock. Il y a ce besoin d'évasion que les gens vont aller retrouver, pas évidemment entièrement, mais à travers les grands musées du monde ou le Grand Canyon. Donc, ce que la réalité virtuelle permet, c'est-à-dire une visite immersive, c'est quand même précieux en ces temps de confinement. Alors, il y a un engouement certain. Je sais qu'il y a le Centre Phi ici qui loue des casques de réalité virtuelle avec plein de beaux contenus. Vous pouvez les avoir 2-3 jours, ça vaut la peine. Et les organisations, que ce soit dans le B2B ou dans le B2C, sont nombreuses à nous parler de 360. On en a quelques-uns en chantier, des vidéos de la sorte, parce que les gens vont changer une visite d'usine par une vidéo 360, par exemple. Et ce que vous voyez à l'écran, le Google Cardboard, si vous ne savez pas ce que c'est génial parce que c'est un petit casque de réalité virtuelle, pas très cher, évidemment, qui est en carton. OK? Ce n'est pas la même qualité que le Oculus Rift, mais c'est quand même très bien. Et c'est tout simple. On insère son téléphone comme ça dans le casque. Vous pouvez l'envoyer à vos publics, aux gens avec qui vous voulez partager la vidéo, par exemple, qui est la visite de votre usine. Ce petit Google Cardboard-là, vous pouvez le brander. Donc, vous pouvez le mettre à vos couleurs, avec vos logos. Ça reste sur la table de salon parce qu'après ça, ils vont pouvoir regarder toutes les vidéos 360 qu'ils ont envie de regarder. Alors, imaginez le beau cadeau, la belle valeur ajoutée. Et je termine en vous parlant d'un autre type de contenu qu'on affectionne particulièrement, il faut dire, chez Casacom, le balado. Et là, le balado, moi, j'adore les balados pour plein de raisons, mais je ne suis pas la seule parce que depuis le début, justement, de la crise, les écoutes mondiales de balado ont bondi de 42 %, imaginez. Donc, c'est assez important. Pourquoi? Parce que le balado va chercher les gens qui ne sont pas joignables autrement. C'est-à-dire le père, la mère de famille qui est en train de faire à souper, qui est occupé, peut faire l'écoute d'un balado en background. Quelqu'un qui fait du jogging ou qui est même en déplacement en voiture va pouvoir écouter un balado, mais ne sera pas, on l'espère, en train de regarder des vidéos sur son cellulaire, sur Facebook. Donc, le balado, on rejoint un public qui est difficilement joignable et on peut creuser une thématique. On peut se positionner. C'est un bel outil à créer à l'interne aussi. Pourquoi pas faire un balado interne, impliquer ses employés. Bref, c'est possible de le faire, puis c'est possible de le faire même à distance avec de petits moyens. On l'a fait il n'y a pas très longtemps avec Coup de génie, entre autres, qui est un balado qu'on a lancé il y a 2 semaines. Donc, en pleine pandémie, c'est pour l'École de technologie supérieure, pour les 100 ans de la radiodiffusion au Canada. Donc, l'animatrice était chez elle, munie d'un bon micro, tout simplement, petit logiciel d'enregistrement à distance, avec des invités à distance, et on a réussi à produire cette série balado pour l'ETS. Puis un petit mot aussi sur Brave, un balado que l'on produit, que vous connaissez peut-être, qui est animé justement par Marie-Josée Gagnon. On a vu une hausse d'écoute de 400 % en avril 2020. Alors, si vous doutiez encore de la pertinence du balado, ben, je pense que les chiffres sont là pour le prouver. C'est un contenu qui est vraiment en ascension.
Et je pense que ça fait le tour de ma partie. Je suis désolée pour la petite interruption. J'espère que vous avez bien compris. Puis, j'ai bien hâte d'entendre vos questions et d'y répondre si je le peux, bien sûr. Merci beaucoup, Catherine. Je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vais passer très, très vite sur cette section-là pour vous dire que depuis le début de la pandémie, on posait la question tout à l'heure, comment impliquer nos publics cibles. Bien, regardez un bel exemple. On a créé un balado, Casa Contact, où on a interviewé notre communauté, donc les experts en communication au Canada et ailleurs, sur comment ils ont vécu la crise. On a fait aussi des Casacadémies en ligne. Et donc, c'est toutes des ressources, blog, vlog. On en a 25 nouveaux à peu près depuis 2 mois. C'est toutes des ressources auxquelles vous avez accès si jamais vous avez des questions. On a aussi une section COVID-19 sur notre site Web. En fait, on s'est rendu compte que même les experts les plus expérimentés ne savaient pas quoi faire actuellement. Donc, on est venu humblement en aide à notre communauté. Maintenant, pour la période de questions, j'aimerais peut-être aussi que vous puissiez nous partager vos défis de communication de l'heure ou encore nous parler de vos bons coups ou encore nous dire quelles sont vos prochaines priorités. Donc, en terminant, je veux vous remercier infiniment pour votre écoute, votre présence. S'il y a quoi que ce soit, vous savez que vous pouvez nous joindre. De toute façon, toutes nos coordonnées sont sur notre site Web. Et pour l'échange de questions, pour les échanges et les questions, je vais arrêter le partage de l'écran pour qu'on puisse être tous ensemble. Merci beaucoup à toute l'équipe de Casacom. C'était fort éclairant comme présentation. Je tiens aussi à souligner que Casacom nous a assisté à la Chambre de commerce pour une balado, justement, qui a été mise sur la glace, qui devait être lancée la semaine où on a annoncé le confinement, mais on devrait là, faire la promotion de ça sous peu. Là, on va laisser la poussière retomber un peu. Donc, pendant que je vous laisse le temps un peu de répondre aux questions qui ont été posées par Marie-Josée, on a reçu quelques questions là, de nos participants. Nous avons ici... écoutez, ça ne sera pas bien long. Nous avons aussi Antoine Landry qui nous demande quel serait l'équilibre à trouver entre la fréquence des messages clés aux clients et au personnel, entre le « je ne sais pas » et voici ce qu'on va faire pour vous. Donc, combien de temps est-ce qu'on devrait laisser ou c'est quoi la perspective sur le temps qu'on devrait laisser pour se donner le droit et la possibilité d'avoir des réponses et éviter le « je ne sais pas ». Il y a Merci Antoine et bonjour. Vraiment contente de te lire. Il y a quelque chose qu'on dit en gestion de crise. C'est très simple, c'est on communique ce que l'on sait, on communique qu'on va communiquer ce que l'on saura, puis quand on le saura, on le communiquera. C'est vraiment tout petit comme ça, c'est tout simple, c'est on communique ce qu'on sait. On dit qu'on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Et ainsi va une journée après l'autre. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est comme ça que je le vois. Donc, beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute, beaucoup de présence. On prend le pouls, puis on suit ce qui est... On fait notre gros possible, en fait. Et on le dit, tout simplement. Justement, c'est ça, la portion d'avoir de l'humilité, d'avoir une certaine modestie aussi, justement, comprendre qu'on ne sait pas tout. Parfois, c'est difficile, mais je pense que la crise actuelle nous démontre que, justement, il faut vivre un peu avec ces incertitudes-là. Nicole Léger nous demande comment mieux communiquer avec nos employés ou comme un conseil d'administration d'un gros immeuble de copropriétaire en ce qui concerne Mme Léger, trouver l'équilibre des communications en des directives formelles et des informations générales de bonnes attitudes, ne pas faire ceci n'est pas autorité. En fait, comment on se situe entre l'affirmatif et le négatif? Mm-hmm. Jean-Michel, aimerais-tu répondre? Je pense qu'on a des beaux cas là-dessus. Oui, bien, la première chose qui me vient en tête, c'est un peu l'espèce de maxime, le bon outil au bon moment pour le bon public. C'est-à-dire qu'il y a des communications régulières, que ce soit un courriel hebdomadaire ou un courriel quotidien, qui ont été instaurés dans beaucoup d'organisations depuis le début de la pandémie. Et là, c'était un mélange entre voici les derniers développements, mais aussi comment allez-vous, partage de ressources, puis ça venait de la haute direction et c'était l'espèce de rendez-vous quotidien ou hebdomadaire qui se voulait à la fois rassurant, éclairant pour donner la direction. Ça, c'est une des choses qu'on peut faire, par exemple. Il y a aussi énormément d'organisations qui ont développé sur leur intranet des questions-réponses mis à jour presque en temps réel et toute question qui n'était pas répondue, disons, dans le message quotidien ou hebdomadaire, bien, les employés savaient que c'était leur endroit où ils pouvaient avoir des ressources.
La troisième chose qui me vient, c'est l'importance de sonder les employés. Et plus que jamais, puis d'ailleurs, quand on parlait à Jean-Marc Léger, il nous le disait, les gens actuellement sont réceptifs au sondage. Ça s'applique au sondage externe pour nos publics, mais ça s'applique encore bien davantage aussi, c'est également, à tout le moins, à nos employés, sur une base régulière, sur une base fréquente. Comment se sentent-ils? Quelles sont leurs préoccupations? Ne pas présumer qu'on sait comment sentent, ça c'est vivre nos employés. C'est une des grandes erreurs, je pense. Puis malheureusement, des fois, feu de l'action, on veut aller plus vite. C'est une étape vraiment très, très importante. Surtout qu'en plus, on n'a pas ce contact-là direct avec nos employés. Donc, on est chacun confiné à la maison. Des fois, c'est difficile pour nous de savoir comment chaque personne se sent par rapport aux fonctions, aux différentes tâches et tout ça. Donc, le pouvoir du sondage permet d'avoir une vision plus globale là, sur la situation, l'état de nos employés. Il y a Marie-Kim Brisson qui nous demande, en fait, elle explique qu'ils sont dans le secteur scientifique. Jamais l'intérêt des gens n'a été aussi important pour la science. Et on l'a vu, il y a des investissements qui ont été annoncés justement hier là, pour le secteur des sciences de la vie. Comment maintenir cet intérêt dans le futur alors que les gens risquent d'être un peu saturés d'entendre parler de science? Très bonne question. Je vais me lancer pour celle-là parce qu'entre autres, on travaille avec d'autres organisations, des clients qui ont la science comme moteur au cœur de leurs activités. Puis, j'ai envie de prendre le pari que la science ne sera jamais off, sera toujours pertinente, évidemment. Puis, je pense qu'il y a une chose qu'on voit, puis une tendance qui ne semble malheureusement pas s'estomper, c'est la surinformation, la quantité d'informations vraies et fausses, évidemment, qui sont partagées en ce moment sur les médias sociaux. Donc, de vous positionner comme une source fiable, comme de l'information de qualité vérifiée, je pense que les gens ne pourront jamais se fatiguer de ça. Il y aura toujours des gens qui seront assoiffés de contenu de qualité et bien fouillé et scientifique. Alors, c'est ce que j'espère du moins. Catherine, j'aimerais ajouter quelque chose. Pour avoir travaillé avec beaucoup de scientifiques, je sais qu'ils sont un peu responsables de ce qui leur est arrivé. C'est-à-dire qu'ils sont souvent dans des tours d'ivoire. Et de plus en plus, on les voit sortir de leur tour d'ivoire. Hein. Évidemment, on a observé ça depuis plusieurs années. C'est pas récent, là. Tant mieux. Mais je vous dirais que la balle est dans votre camp aussi. À quel point allez-vous vous rendre attrayant pour vos publics cibles? À quel point allez-vous rendre la science attrayante? Je vous invite à réfléchir à ça aussi. Un peu comme quand on dit « Ah, ben mes employés ne sont pas motivés, mes employés ne sont pas là. » Bien, à quel point tu es attrayant pour tes employés? Il faut toujours se poser la question aussi comme ça. Moi, j'ai bon espoir que la science va perdurer, mais il va falloir que les scientifiques communiquent de façon plus attrayante et plus pertinente encore. Qu'ils fassent le pont encore plus avec leur public cible, qui ne peuvent pas à gober l'information telle qu'elle. Ils ont besoin de vulgarisation. Exact, un gros effort de vulgarisation. Je vais juste prendre ici, on a une réponse à une de vos questions. Une des questions qui a été posée par Marie-Josée, c'est Mme Joanne Goyer qui parle des défis de son organisation. Elle dit « Ma clientèle, pardon, je m'excuse, ça défile, je suis désolée, j'ai un peu de difficulté à faire le pont. En fait, attendez un peu, ça ne sera pas bien long, sinon je peux revenir. Donc oui, en fait, c'est Mme Monica Rochelot qui disait que ses membres lui témoignaient beaucoup des inquiétudes sur l'impact humain et le futur du travail. Elle a peut-être pas nécessairement de la difficulté, mais il y a des défis d'intégration des nouveaux membres et aussi maintenir la culture positive des équipes, garder nos équipes motivées. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Peut-être vous dire ce qu'on a fait chez Casacom, parce que des fois, on se dit, ça peut être un bon exemple. On a demandé à nos employés qu'ils nous donnent chacun 15, on a 25 employés, chacun qu'ils nous fournissent 15 idées pour maintenir, alimenter, nourrir notre culture dans ces temps particuliers. Donc, on a reçu 300 idées qu'on a classifiées par catégorie. Ensuite, on est allé voir nos employés, on les a sondés sur les meilleures idées et on est en train d'implanter chacune de ces idées-là. C'est juste pour dire que quand on dit inclure, impliquer, voilà un exemple, encore une fois, de public interne encore, mais je pense que ça serait une façon. Puis, je suis d'accord avec vous sur, mon Dieu, de quoi l'avenir est fait. Inquiétude, mais moi, je vous dirais une journée à la fois, une heure à la fois, et aussi, ayez des conversations avec vos publics. Écoutez-les, vous parlez. Ne présumez pas ce qu'ils pensent.
c'est très, très varié, mais gardez l'oreille ouverte. Merci beaucoup. Je pense qu'on a le temps peut-être pour une dernière question et je vous disais plus tôt en introduction, soyez rassurés, on va transmettre vos questions à nos experts là, qui vont prendre le temps d'y répondre. Donc, je vais terminer avec M. Luc Bisaillon qui dit « Alors que les associations d'affaires choisissent d'aller sur les canaux virtuels pour continuer à créer de la valeur, comment se distinguer alors qu'il y a une abondance d'offres en ligne? » Qui veut y aller? Moi, je peux y aller, mais vas-y, Jean-Michel, peut-être? Ben, peut-être qu'on pourra se compléter. Moi, j'avais cette même discussion-là il y a 2 jours avec un groupe qui est habitué de tenir des événements presque à chaque mois avec de 300 à 400 personnes qui se déplacent. Il faisait un premier constat, la popularité des webinaires n'a pas dérougi et ils ont, depuis le début de la crise, jusqu'à 5, 6, 700 personnes qui participent à leur webinaire. Donc, on pense des fois qu'il faut effectivement réinventer la roue. Mais il y a aussi la notion de qu'est-ce que je communique, puis suis-je le seul c'est quoi mon terrain de jeu sur lequel je suis tout seul à pouvoir amener une valeur? Puis ça, bien, ça n'a pas changé. C'était vrai avant, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Donc, je pense que le webinaire, avec un bon contenu, a sa place. Il faut se questionner sur la fréquence, puis qu'est-ce qu'on communique également. J'imagine qu'il y a une portion de bouche à oreille aussi qui doit se faire, hein? Un peu comme avec, je m'impose, mais un peu comme avec Netflix. Il y a Netflix qui lance des algorithmes, mais parfois, c'est du bouche à oreille qui nous permet, à travers toute cette offre-là, de décider qu'est-ce qui nous convient, puis vraiment de choisir, que ce soit un webinaire ou une série télé. Là. Je fais un petit parallèle, là, on est confinés, on n'a pas le choix de se divertir. Merci beaucoup à tout le monde de votre participation. Ça a vraiment été, comme je disais tout à l'heure, extrêmement éclairant. J'espère que ça l'a été pour vous aussi là, à la maison. Comme je vous disais tout à l'heure, les questions auxquelles il n'y aura pas eu de les réponses, on va les transférer à nos experts qui vont prendre le temps d'y répondre par écrit. J'aimerais encore une fois vous remercier, nos trois conférenciers, Marie-Josée, Jean-Michel et Catherine, nos participants. Merci à vous tous, là, aux 350 et au-dessus que vous êtes, ainsi qu'Hydro-Québec qui a été le présentateur de cet événement. Au moment où vous nous quitterez, on a prévu un court sondage. Je vous invite donc à prendre 2 petites minutes de votre temps là, pour y répondre, nous aider à améliorer autant le format que notre offre de webinaire. Donc, ça va nous être très utile là, pour améliorer la qualité de nos événements. Et comme je vous disais, si vous avez manqué quelques minutes au début ou que vous désirez transférer le webinaire, partager ce webinaire-là à vos équipes ou vos collègues, sachez qu'il va être disponible en rediffusion sur le site de la Chambre. Vous pouvez aller dans la section sur les activités virtuelles et vous avez un petit onglet en rattrapage. Donc, voilà, nous ferons également parvenir le lien au besoin. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Et n'oubliez pas non plus que nous avons une escouade d'experts sur le site web de notre page dédiée COVID-19 sur notre site de la Chambre. Si vous avez des questions supplémentaires sur d'autres questions. Puis j'espère qu'on va vous revoir pour les prochains webinaires. Je vous souhaite un excellent week-end et une excellente journée. Merci à tous. Merci, Sarah. Merci. Sarah. Merci, au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.